Salut YouTube. Bon, ça y est, on y est. Les élections présidentielles. Dans pas longtemps, les citoyens français inscrits sur les listes électorales vont se rendre aux urnes pour élire leur prochain président. Et autant dire que, vu le contexte actuel, les choses sont très tendues. On a deux candidats d'extrême droite qui cumulent 30% des intentions de vote pendant que la gauche peine à atteindre ce score, et à côté de ça, on a un président sortant donné grand gagnant, qui annonce une casse sociale sans précédent s'il est réélu. Autant dire que c'est le bonheur. Du coup, il y a une petite chanson qu'on entend lorsqu'on tend l'oreille, c'est « Voter Mélenchon, c'est mieux que rien ». Je pense qu'on peut se le dire, c'est normal d'être stressé. C'est normal de prendre tout ça très à cœur. Je suis le premier à avoir envie de tout casser, croyez-moi. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais prendre un peu de recul sur la manière qu'on a d'aborder les élections. Pas pour le plaisir de me sentir gros cerveau, mais parce que je pense qu'on en a besoin. Ce serait trop facile de pointer du doigt les personnes avec qui on n'est pas d'accord et de les traiter d'idiots utiles du système, dans un sens comme dans l'autre. Ce que j'aimerais plutôt faire, c'est alimenter une discussion critique autour des élections que d'autres avant moi ont lancées, parmi lesquelles Franck Brusset, Minute Rouge ou encore l'Anti-Stream, pour ne citer que quelques personnes. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui sera pas tant de changer votre avis sur les élections, mais de vous aider à le consolider, voir comment on peut penser tout ça de manière stratégique. Déjà parce que comme ça je prends pas beaucoup de risques, donc si vous êtes pas d'accord avec moi je pourrais toujours dire que c'était mon objectif. Puis ensuite parce que je sais que pas mal de personnes vont regarder cette vidéo en cherchant le moindre prétexte de me goumer. Et à cela je leur dis, abonnez-vous et activez la cloche. Bref, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il nous fallait pour démarrer, alors c'est parti. Déjà, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, c'est ce slogan. Mélenchon, c'est mieux que rien. On trouve aussi « ceux qui votent pas Mélenchon ne veulent pas de la gauche au deuxième tour », et en plus vénère le fameux « faut vraiment être privilégié pour pas voter Mélenchon ». En gros, vous l'aurez compris, c'est la question du vote utile qui se pose. Et franchement, je peux l'entendre. On sera nombreux et nombreuses à prendre cher au cours d'un deuxième quinquennat Macron, certains plus que d'autres. Et si la dynamique fasciste qu'on traverse actuellement venait à s'accélérer, on risque de se retrouver avec Le Pen au pouvoir dans pas très longtemps. À côté de ça, il y a Mélenchon qui propose un programme de gauche pas dégueu. Et en faisant la moyenne des sondages et de son programme, on arrive à la conclusion que parmi les candidats de gauche, il s'agit probablement du meilleur compromis. Malgré tous ses défauts, on finit par admettre que Mélenchon, c'est mieux que rien. Du coup, quand il y en a qui expliquent qu'ils ne votent pas Mélenchon parce qu'il parle trop fort, qu'il est trop vulgaire ou qu'il pue de la bouche, on a envie de leur demander « Est-ce que vous avez tant à craindre de Macron pour que ce soit ce critère qui vous semble décisif ?» Voilà, c'était le raisonnement du vote utile. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À plus. Non, plus sérieusement, ce raisonnement il pose problème à plusieurs niveaux. Déjà, on se rend quand même assez vite compte qu'il n'y a pas besoin d'être un bourgeois privilégié pour pas voter Mélenchon. Quand on s'intéresse aux chiffres des présidentielles 2017, on voit bien que les ouvriers et les employés représentent plus de 70% de l'électorat de Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, et la surreprésentation des classes populaires dans l'abstention n'est pas non plus anodine. Cette accusation, elle est vraiment bête et méchante, puisqu'il serait à peu près aussi simple d'accuser ceux qui votent Mélenchon d'être des bourgeois privilégiés. On pousse la question du déterminisme social à un niveau absurde, pour faire du vote quelque chose de fondamental d'un point de vue identitaire. Ensuite, il y a un truc assez embêtant, qui est que le raisonnement du vote utile n'aboutit pas forcément à un vote Mélenchon. Pour peu que la personne qu'on a en face de nous n'accorde pas la même importance à certains critères, elle verra pas les choses de la même manière. Disons qu'elle soit plus sensible à la complaisance passée de Mélenchon envers Poutine, à son autoritarisme ou encore à ses sorties antisémites, comment on fait? À part lui dire que « Oh ça va, on est un parti de gauche à peine plus antisémite que la moyenne des Français ». Évidemment, j'ai bien en tête que ce serait difficile de résumer la FI à ces quelques critiques, d'autant qu'elle n'est pas la seule formation politique à avoir des casseroles aux fesses et subit quand même une fixette médiatique assez insupportable. Je me rappelle très bien du premier tour des élections 2017. J'étais en train de me préparer pour aller au bureau de vote avec la télé allumée en fond, et devinez quelle actualité passait en boucle sur France Info, le Venezuela, évidemment. Mais juste qu'on soit d'accord, le fait qu'une partie des critiques soit vraiment abusée veut pas dire que toute critique le serait forcément. J'ai l'impression que beaucoup de militants insoumis réalisent pas qu'il est possible d'être de gauche tout en considérant que Mélenchon n'est pas un bon compromis. Ça pose la question de ce qui nous semble acceptable ou pas, qui est hautement politique. Pour revenir au vote utile, un autre problème qu'il pose, c'est qu'il tend à ramener la politique à une logique de marché. Pour choisir son candidat, il faudrait forcément en passer par un calcul coût-bénéfice, qui fait la moyenne des sondages et des programmes.
Chaque électeur devient un consommateur qui représente la demande, et chaque programme devient un produit qui représente l'offre. Il ne reste plus que des acteurs rationnels qui doivent maximiser leur utilité. Et la manière qu'ils auront de donner du poids à tel ou tel paramètre dira quelque chose sur eux en tant que personne. Pour ta santé, évite de voter trop bourgeois, trop réac, trop sectaire. Tout ça, je le dis pas gratuitement, mais parce que ça pose des questions très concrètes sur notre rapport à la politique. Quand on nous dit que Mélenchon c'est mieux que rien, on perd de vue les conditions d'élaboration, de diffusion et d'application du programme. La démocratie n'est plus qu'un bien de consommation produit dans des conditions autoritaires, mais qu'on aura emballé dans une campagne marketing qui fait jeune et dynamique. À l'opposé de cette logique de marché, ça peut avoir du sens de voter pour un candidat qui a participé à un processus de rassemblement, ou pour s'assurer de la pérennité du parti politique qu'il représente. De toute façon, si on est sérieux un moment, on sait que Mélenchon gagnera pas ces élections. Tous les sondages le donnent très largement perdant face à Macron, et de l'aveu même de beaucoup de militants, l'objectif n'est pas qu'il gagne les présidentielles de 2022, mais de l'amener au second tour. Ce serait un moyen selon eux de porter des thématiques de gauche à l'entre-deux tours, et tant qu'à faire, de bouger les lignes pour les 5 années à venir. Et clairement, je pense que c'est un argument qui tient la route. Mais du coup, les enjeux sont plus les mêmes. Déjà, je pense qu'il faut pas surestimer l'impact d'un tel scénario, qui nous ferait probablement du bien, mais ne suffirait pas à infléchir la dynamique que nous traversons actuellement. Pour ça, il faudra du rapport de force. Ensuite, il n'est plus question de choisir entre Macron et Mélenchon, mais de savoir si on veut reconduire ce dernier en tant que figure centrale de l'opposition, et de la gauche. Le premier tour des présidentielles devient donc une primaire de la gauche. Vous en aviez pas rêvé? Bah vous l'aurez quand même. En fait, ce que j'aurais à reprocher au vote utile, c'est pas d'être fondamentalement faux. Il peut représenter une ligne stratégique assumée et cohérente. Mais le problème, c'est qu'il va souvent de pair avec l'idée que ce serait la seule stratégie valable. Il force les personnes pas convaincues à avoir une bonne raison de pas voter, au lieu que ce soit les militants qui aient la charge de convaincre. Et le plus souvent, aucune raison de pas voter pour le candidat ne sera jugée recevable. Le vote utile en devient anti-politique, un réflexe qui irait de soi alors que ça devrait pas être le cas. Et je dis ça en sachant qu'il y a plein de bonnes raisons pour voter pour Mélenchon aux prochaines présidentielles. Mais le truc, c'est que ça pose un vrai problème de pluralisme. On s'interdit d'entendre d'autres opinions et stratégies, car elles pourraient nuire aux chances de notre candidat de l'emporter. Je parle pas d'aller taper la discute avec les ruines du Parti Socialiste, mais juste des gens de gauche qui pourraient ne pas être convaincus par la stratégie de la France Insoumise. Est-ce qu'accepter ce pluralisme ne serait pas un meilleur moyen de construire un rapport de force pour les 5 années à venir que de cliver à balles dans l'espoir que Mélenchon soit au deuxième tour, par exemple? La politique, c'est compliqué. Et cette posture qui consiste à accuser ceux qui ne sont pas convaincus par Mélenchon d'être des traîtres ou des privilégiés, elle est quand même très agaçante. On se sent vraiment nié dans sa capacité à former une opinion. Je suis désolé pour ce que je vais dire, mais en vrai, les sympathisants insoumis me rappellent pas mal certains zététiciens. Vous savez, c'est ce réflexe-là qu'on retrouve chez les ex-complotistes à se vivre comme des déconvertis, et à faire étalage de leur passé honteux de complotistes sur la place publique. Ça donne des trucs du style « Bien qu'ayant été abstentionniste toute ma vie, j'ai enfin vu la lumière ». C'était Jean-Luc Mélenchon. Et en vrai, c'est cool de voir qu'on a changé, aucun souci avec ça. Mais ce serait quand même mieux s'il n'y avait pas ce petit sous-entendu un peu méprisant que les gens qui votent pas Mélenchon sont des brebis égarées. Au-delà de la qualité des débats que cette posture peut produire, je pense que ça pose un vrai problème qu'il faut sérieusement prendre en compte. La capacité de l'AFI à être lucide vis-à-vis des obstacles qui l'attendent. Ce que je vous propose, c'est de passer en revue certains de ces points. Faut que je vous avoue un truc, c'est que je suis pas méga convaincu par les stratégies de gauche réformiste, c'est-à-dire celles qui en passent par les élections pour changer les choses. En très résumé, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure, je pense qu'elles sont la plupart du temps assez décevantes, et ont une fâcheuse tendance à masquer les alternatives. Et pour que les choses soient claires entre nous, je m'interdis pas pour autant de voter Mélenchon aux prochaines élections. Mais en fait, même en n'étant pas réformiste, je meurs d'envie d'aller voir l'AFI pour leur dire « Soyez meilleurs !» Désolé pour l'ego trip, mais c'est comme ça que je le vis, et qu'on est beaucoup à le vivre. Je dis pas ça par malveillance, mais parce que je suis sincèrement inquiet. Une fois au pouvoir, les insoumis devront faire face à énormément d'obstacles. Comme l'a rappelé le stagirite il y a pas longtemps sur le média, la stratégie de Mélenchon consiste à refaire 1981, avec des mouvements sociaux qui seraient là pour l'appuyer face à ses adversaires. C'est la grande leçon que ce dernier tire des victoires électorales de la gauche en Amérique latine, comme il l'explique dans une conférence donnée le 10 mai 2021, consacrée aux années Mitterrand. L'absence de mobilisation populaire est un des facteurs essentiels d'explication de ce qui s'est passé en 1983. Alors, c'est pas faux, mais c'est quand même assez incomplet.
Et pour une critique un peu plus poussée des années Mitterrand, je vous renvoie vers l'excellente émission de Sortir du capitalisme qui en parle. En fait, même en admettant que la principale cause du tournant de la rigueur est le manque d'activité des mouvements sociaux, est-ce que les choses seraient différentes avec Mélenchon ? Est-ce qu'aujourd'hui les syndicats et collectifs de lutte qui composent ces mouvements seraient en état de le soutenir ? Je suis vraiment pas sûr. Puis pour revenir à la difficulté à parler stratégie qu'on a évoquée plus tôt, elle est souvent justifiée par le fait que toute critique reviendrait à miner les chances de Mélenchon de l'emporter. Et c'est probablement la critique qu'on me fera pour cette vidéo. Mais vu comment les choses se présentent, je vois pas pourquoi l'accusation de trahison pointerait pas de nouveau le bout de son nez si Mélenchon arrive au pouvoir. On nous dira probablement, il doit faire face à la résistance du système, laissez-lui le temps. Ça pose la question du fonctionnement interne de l'AFI et de son rapport au reste de la gauche. Dans une vidéo publiée sur Mediapart en janvier dernier, Usul et Cotentin faisaient remarquer qu'après les présidentielles de 2017, Mélenchon aurait pu se lancer dans la construction d'une grande maison pour les forces de gauche compatibles, basée sur le pluralisme, le contrôle des élus et l'implantation locale. Ça aurait été une manière de transformer la dynamique de 2017 en une structure plus durable, qui ne dépend pas d'un homme providentiel pour tenir debout, et qui base ses pratiques sur le projet de société auquel elle aspire. On aurait pu voir tout un tas de gens dans cette structure, des réformistes les plus convaincus aux révolutionnaires les plus ouverts. Mais finalement, Mélenchon n'en a rien fait, et il a préféré tout donner pour les présidentielles de 2022. Mélenchon, il avait 5 ans pour créer cette grande maison pluraliste, ce grand parti. Il l'a pas fait, il a gardé son mouvement, il a gardé la main sur son mouvement. Mais si ça passe pas en 2022 ? Mais bah si ça passe pas, on peut se demander ce qui va rester de la FI. Alors oui, Mélenchon, il a fait beaucoup pour la gauche, notamment sur le terrain des idées. Il a mis fin à l'hégémonie des sociaux-libéraux, mais il a pas construit grand-chose de solide derrière. Évidemment, abonnez-vous à Mediapart, et abonnez-vous aussi à Patchwork. La cloche, tout ça. On touche vraiment à ce qui me gêne le plus avec la FI, qui est qu'elle nous promet monts et merveilles une fois au pouvoir, avec comme seul argument, c'est dans le programme. Mais est-ce que faire de la politique serait pas une meilleure manière pour la FI de défendre son projet, avec ce que ça implique en termes de débat, d'alliance et de militantisme ? Parce que là, on nous annonce de la démocratie en veux-tu en voilà, mais la démocratie interne au sein du mouvement est quasi inexistante. Et si on regarde du côté des alliances au sein de la gauche, on peut pas se moquer de Vroom Vroom en chef, sans évoquer la manière qu'a eu la FI de maltraiter le PCF en 2017. L'objectif de Mélenchon n'était pas de se faire des alliés, mais des vassaux, et c'est ça qui a mené à la rupture. C'est bien beau d'appeler au vote utile et de reconduire Mélenchon à la tête de l'opposition, mais qu'est-ce qu'il en fera ? On a été nombreux et nombreuses à voter pour la FI en 2017, avec l'espoir que le parti fasse quelque chose de cette dynamique, mais il l'a gâché dès le soir du premier tour. Alors on recommence ? Malgré l'insistance de certains militants à dire que tout ce qui compte c'est le programme, ce dernier est porté par des gens, des structures et des stratégies qui sont faillibles. Et il suffit pas d'une victoire historique de la gauche pour que ça passe. Rappelez-vous de 81. Y a pas de raison de penser que cette fois c'est la bonne, simplement parce qu'on a de la sympathie pour le vieux. Ça suffit pas. Dans l'état actuel des choses, la FI n'a pas fait ce qu'il fallait pour rassembler autour de la candidature Mélenchon. Et même dans l'hypothèse où il arriverait au pouvoir, je suis pas sûr que les mouvements sociaux seraient à même de le soutenir. Du coup, la question se pose, est-ce qu'aujourd'hui la FI est une bénédiction ou une malédiction pour la gauche réformiste ? Je vous laisse vous faire votre avis là-dessus. Tout ça, je le dis pas pour le plaisir d'être pessimiste. Les choses peuvent encore changer, et j'espère que ce sera le cas. Mais si jamais Mélenchon était élu et venait à reculer, il faut sérieusement se poser la question des conséquences que ça aurait pour la gauche en France. Ce serait une énième déception, qui provoquerait une démobilisation massive, et ouvrirait la voie à plus de casse sociale. Si vous vous dites qu'un échec de Mélenchon serait préférable à un nouveau quinquennat Macron, dites-vous qu'on pourrait avoir bien pire que Macron dans 5 ans si ça se produit. Et même si Mélenchon n'est pas élu, est-ce que toute l'énergie qu'on met à se convaincre qu'il va gagner se transformera pas en une bonne grosse déception collective ? En bref, j'ai peur qu'on ne prenne pas assez au sérieux les conséquences d'un échec. Mais du coup, si vous êtes de droite et que vous voulez ruiner la gauche, peut-être que vous devriez voter Mélenchon après tout. Dans le pire des cas, vous vous en sortiriez avec la retraite à 60 ans, une transition écologique aux petits oignons et la sécu. On a vu pire. Il y a bien un joker qui est parfois balancé par certains, qui est de dire que malgré Mélenchon, malgré la FI, malgré la gauche, la 6ème République ce serait quand même vachement bien. Mais en fait, pour peu que le projet de constitution soit considéré comme trop radical, et il suffit de pas grand chose pour ça, il faudra faire face au déchaînement des partis et des médias bourgeois, avant qu'il soit approuvé par référendum. Ça sera pas un long fleuve tranquille. En ce qui me concerne, je pense qu'il existe des critiques très pertinentes des stratégies réformistes, et je vous propose de voir ça maintenant. Bon, déjà, j'aimerais revenir sur un argument contre le vote que je trouve assez mauvais.
C'est celui qui consiste à dire « si vous votez, vous légitimez le système ». C'est un peu le même style d'argument que ceux qu'on a pu évoquer en première partie, qui soulèvent une vraie question, mais qui en font un problème individuel. Il est plus question de stratégie politique, mais de posture personnelle. À mon avis, c'est donner beaucoup trop d'importance au geste du vote. Quand bien même l'abstention serait très haute, je pense pas que ça changera grand chose. Ils mèneront leurs réformes quoi qu'il arrive. Si dimanche 10 avril vous n'avez rien d'important à faire et que vous avez une vague idée de quelqu'un pour qui vous pourriez avoir envie de voter, franchement vous privez pas. Mais juste, faut pas se faire trop d'illusions, dans un sens comme dans l'autre. Ensuite, il y a un autre argument en faveur du vote cette fois, dont je suis pas non plus très fan. La droite, elle sait voter malgré les désaccords. Quand bien même ce serait vrai, et je pense pas que ce soit le cas, on suppose ici que la droite et la gauche pourraient en passer par les mêmes moyens pour arriver à leur fin, ce qui me semble très discutable. On n'aspire juste pas à la même chose. Une version plus évoluée de cet argument consiste à dire « évidemment que le vote ne produit pas de miracle, mais ça reste un outil comme un autre ». À mon avis, cette position se heurte à la manière dont les élections peuvent participer au maintien du statu quo. Mais pour bien s'en rendre compte, faut qu'on opère une distinction entre d'un côté le vote et de l'autre les élections. Comme on l'a vu, déposer un bulletin dans les urnes n'est pas dramatique en soi. À l'échelle individuelle, le vote d'une personne change pas grand-chose, en bien comme en mal. Mais les élections ne se réduisent pas à ce bulletin. Il s'agit d'un moment médiatique bien plus large, qui comprend des meetings, des interviews, des discussions dans les bars, des apéroussels, et qui nous implique vous et moi en ce moment même. Autant d'événements qui façonnent l'univers des possibles, la réalité telle qu'on se la représente et qu'on pense pouvoir la changer. C'est ce qui amène de nombreux partis, parmi lesquels l'AFI et le NPA, à investir ce moment pour mettre leurs thèmes sur la table. Par exemple, la redistribution des richesses. Mais là où le NPA participe aux élections en ne voulant pas les remporter, ce n'est pas le cas de l'AFI, qui doit en conséquence faire un certain nombre de concessions pour se rendre audible, et insister sur l'importance de se rendre aux urnes. Si le vote individuel ne pèse pas grand-chose, mis bout à bout, celles et ceux qu'on aura pu convaincre d'aller voter peuvent faire la différence. 600 000 voix par exemple. On voit se multiplier sur les réseaux et les plateaux tout un tas de discours qui nous expliquent que le bulletin qu'on met dans l'urne changera le monde en profondeur. De cette façon, les élections reconduisent le vote comme l'acte politique par excellence. C'est ce à quoi participent les discours qui prétendent que si Mélenchon passe pas, c'est fini, ou encore que notre seule chance de changer les choses, c'est Mélenchon. Ce genre de slogan n'annonce rien de bon pour les mobilisations à venir. Du côté des militants, tout se joue sur la transaction finale du vote, et par là on organise les populations comme voteurs plutôt que comme acteurs du changement. Les abstentionnistes, quant à eux, sont considérés au mieux comme des pauvres malheureux, au pire comme des ingrats, alors qu'ils pourraient très bien avoir des raisons de pas voter et faire énormément de choses hors élection, mais c'est écarté par principe. Les luttes sociales sont la plupart du temps exclues du débat, et on se concentre sur les réformes de l'État. Au final, c'est pas tant le geste du vote qui pose question que sa mise en scène. Je pense qu'on a toutes et tous tendance, moi compris, à sous-estimer l'importance que ce moment médiatique a sur la population. C'est tous les discours qui en parlent, les événements qui lui sont consacrés, et le temps qu'on passe à y réfléchir. Alors évidemment, on pourrait me dire que malgré tous leurs défauts, les élections restent nécessaires pour transformer les victoires des mouvements sociaux en réformes. Mais déjà, cet argument réduit les luttes sociales à un outil au service des réformes, ce qui invisibilise les manières que les mouvements sociaux ont de transformer la société qui échappe à l'État. Dans la manière qu'il a de séparer la société entre ceux qui décident et ceux qui subissent, l'État écarte ces derniers de l'activité politique et les maintient dans le rôle de sujet à administrer. En gros, on peut pas émanciper quelqu'un à sa place. À l'opposé, les syndicats et collectifs de lutte sont porteurs d'un changement bien plus profond. Pour ne prendre qu'un exemple, des travailleurs qui feraient grève agissent autant sur leur entreprise que sur eux-mêmes. Ils prennent conscience des forces qui sont les leurs dès lors qu'ils rentrent dans l'action collective. Les transformations sociales se font à plein de niveaux que les élections tentent à effacer. Et comme le prouvent de nombreuses victoires syndicales, elles n'ont pas toujours besoin d'être validées par un gouvernement, même de gauche, pour se produire. Est-ce que dans ce cas, les gouvernements de gauche seraient juste là pour créer des conditions favorables à certaines grosses victoires? Ou même simplement plus de victoires? En vrai, je suis plutôt d'accord, mais je pense que ça prend les choses à l'envers. Les transformations sociales ne sont pas tant grâce aux gouvernements de gauche que malgré eux. Dans pas mal de moments historiques, ce sont ces gouvernements qui se sont interposés entre les mouvements sociaux et les classes dominantes, pour imposer un compromis et stopper l'agitation sociale. On pense par exemple à l'histoire du Front populaire.
Comme le rappelle Gérard Noiriel dans Une histoire populaire de la France, ce n'est pas la victoire de la gauche aux élections législatives qui démarre le mouvement de grève de mai-juin 36, mais bien la vigueur du mouvement ouvrier qui a amené le Front populaire au pouvoir. S'en suivront les accords de Matignon entre le patronat et le gouvernement Blum, au cours duquel ce dernier aurait pu exiger bien plus, mais a préféré mettre un stop aux mobilisations collectives par peur que ça s'emballe. À ce propos, les historiens Dominique Andolfato et Dominique Labbé expliquent que le gouvernement et la CGT ont laissé passer une chance unique. Le militant communiste libertaire Daniel Guérin ira même plus loin, en parlant de révolution manquée. Dans les mois qui suivront cet accord, un certain nombre d'acquis sociaux seront repris par le patronat et les mouvements sociaux réprimés. Pour revenir aux élections à venir, il y a de bonnes chances pour que la France insoumise force les mouvements sociaux à aller à son rythme si elle arrive au pouvoir, et calme les choses quand elle sentira que ça lui échappe des mains. Voilà par exemple ce qu'Adrien Quatennens, numéro 2 du mouvement, disait il y a quelques jours sur LCI. C'est un bulletin de vote, Jean-Luc Mélenchon, qui peut vous éviter pas mal de grèves, pas mal de manifestations à venir. Est-ce que ça veut dire que Mélenchon serait un ennemi politique ? Évidemment que non. Et il y aurait probablement plus de conquêtes sociales à arracher à un Mélenchon qu'à un Macron ou une Le Pen. Il en va de la possibilité même d'exister des mouvements sociaux, en fait. Mais je pense que trop souvent, on voit les réformistes comme de bienfaiteurs, alors qu'ils sont des hommes de pouvoir qui ne peuvent que peu de choses pour nous, et à qui il faut souvent forcer la main pour l'avoir. Je vais pas vous mentir, on est un peu dans la merde. Il est très probable que Macron soit élu, et il aura 5 ans pour poursuivre la casse sociale qu'il impose plus ou moins directement à la France depuis 10 ans. Pour autant, je suis pas pessimiste. Si je considérais que Mélenchon est notre dernière chance, je le serais, mais je le pense pas. C'est une opportunité, qu'on peut juger bonne à prendre ou pas, mais quoi qu'il arrive, il y aura des combats à mener. Comme dirait une tweetos qui se reconnaîtra et que je salue au passage, vote ou vote pas, mais dans tous les cas, organise-toi. Si dans les années qui viennent, on arrive à construire des syndicats et collectifs de lutte basés sur l'autogestion et la solidarité, ce serait une avancée incroyable. Faut pas qu'on laisse les résultats de ces élections déterminer notre niveau de motivation. Il y a trop de choses à faire et le temps presse. Alors oui, forcément, on peut pas faire comme si les élections n'avaient pas d'impact sur nos vies, mais faut qu'on arrive à penser au-delà. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, la cloche, le pouce bleu, le partage, vous connaissez. Et puis si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire sur Utip. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, à plus!